La science et nous. Une émission proposée par Sylvie Vauclair. Nous sommes à nouveau aujourd'hui avec Didier Barret, qui est directeur de recherche au CNRS et qui fait ses recherches à l'IRAP, l'Institut de recherche en astrophysique et planétologie de Toulouse. Et nous avons parlé avec lui la semaine dernière de ces objets bizarres qui interpellent beaucoup le public et qu'on appelle les trous noirs. Nous avons vu qu'il y avait toutes sortes de trous noirs, de toutes tailles différentes, mais que Didier s'intéresse particulièrement aux trous noirs qui se forment à la fin de la vie des grosses étoiles. On les appelle les trous noirs stellaires. Et puis des trous noirs un petit peu plus gros qu'on appelle de masse intermédiaire et qui sont peut-être des briques de base de ce qui se passe dans la galaxie. Très important pour comprendre nos origines. Nous allons reparler de ça, et plus particulièrement d'une mission spatiale appelée Athéna, dont Didier s'occupe particulièrement. C'est une mission de l'Agence spatiale européenne. L'étude a débuté il y a déjà longtemps, en 2002, donc c'est une très longue affaire. Et nous allons voir aujourd'hui avec Didier pourquoi est-ce qu'on a envie d'observer ces trous noirs et ces étoiles à neutrons. Quel est l'intérêt en fait? Les gens se posent souvent la question, pour nous les êtres humains sur la Terre, à quoi ça sert d'observer tout ça? Donc tu nous dis ce que tu en penses et pourquoi tu fais ce travail. Bonjour Sylvie, Athéna, je suis ravi d'en parler. C'est effectivement une grande mission de l'Agence spatiale européenne. On a commencé à réfléchir au successeur de la mission XMM Newton en 1996, mais moi j'ai réellement commencé à travailler sur cette mission en 2002 et notre mission a été sélectionnée en 2013. Sélectionnée par l'Agence spatiale européenne. Par l'agence. Sélectionnée, ça veut dire qu'on est prêt à mettre un budget dessus pour continuer, continuer le travail préparatoire. Donc le thème scientifique qui constitue le cœur des objectifs scientifiques d'Athéna s'appelait l'univers chaud et énergétique, et on souhaitait répondre à deux grandes questions qui taraudent les astrophysiciens et qui sont indispensables à notre compréhension globale de l'univers. La première question, c'est comment la matière s'est assemblée dans l'univers pour faire les galaxies, les étoiles et ainsi de suite. Et les planètes à la fin. Et à la fin. Et nous dessus à la fin. Et les planètes, et évidemment la vie sur les planètes. Et la deuxième grande question, c'était quel était le rôle des trous noirs dans le façonnement à très grande échelle de l'univers. Et pour ça, il nous fallait une grande mission capable à la fois d'observer des grandes régions du ciel et puis de manière plus ponctuelle d'observer avec une très très grande précision par exemple les trous noirs. Et c'est l'objectif qu'on s'est fixé avec l'instrument X-ray Integral Field Unit, XIFU, en bon anglais, et qui est un spectromètre en rayon X, c'est-à-dire c'est un instrument qui est capable de mesurer précisément la lumière émise en rayon X et qui nous donnera des informations uniques et sans précédent, avec une précision bien meilleure que les instruments de la génération actuelle, que ce soit sur le moteur des trous noirs, mais aussi sur l'assemblage de la matière qui constitue les étoiles. Le moteur des trous noirs, c'est-à-dire comment les trous noirs qui reçoivent la matière qui tombe dessus, comment ça fait ensuite de l'énergie finalement, puisque ça, voilà. Exactement. Par le moteur des trous noirs, on veut comprendre comment l'énergie qui est générée par l'accrétion, la chute de la matière sur le trou noir, comment cette énergie est dissipée. C'est pas à petite échelle qu'on parle, c'est pas à l'échelle d'un système solaire, c'est même pas à l'échelle d'une galaxie, c'est à l'échelle d'un amas de galaxies. Comment toute cette énergie va être dissipée dans ce milieu et agir sur chacun des constituants de ce milieu. Donc quand les gens entendent parler des trous noirs, c'est souvent avec des films de science-fiction, donc ils pensent à aller dans un trou noir ou je sais pas quoi, des choses comme ça, mais je pense que personne n'a l'idée que sans les trous noirs on serait pas là. Finalement, parce que les trous noirs au départ, ce que tu dis, c'est que les trous noirs ont eu une importance, une très grande importance
pour la manière les galaxies se sont formées, les étoiles dans les galaxies, etc. Donc on s'aperçoit qu'il y a un lien énorme avec les trous noirs, c'est ça ? Exactement. Un des résultats les plus intéressants du milieu des années 90, donc c'est assez récent, c'est qu'on a réalisé qu'il y avait une relation entre la masse du trou noir que l'on rencontre au cœur des galaxies et la masse des étoiles autour du centre des galaxies. Et donc, qu'est-ce que ça nous dit qu'il y ait une relation entre les deux ? Ça nous dit qu'un objet de dizaines de millions de kilomètres ou de centaines de millions de kilomètres, eh bien, est capable d'affecter la destinée d'un objet qui est des milliards de fois plus grand. Et donc, ceci signifie que cette énergie qui est générée par la chute de la matière sur les trous noirs peut avoir un impact sur la destinée des galaxies, évidemment. Et donc comprendre comment cette énergie est dissipée et comment cette énergie est transportée dans les galaxies, c'est un des objectifs scientifiques d'Athéna. On va parler un petit peu plus en détail technique d'Athéna, mais moi ce qui me frappe, il y a tout un travail préalable avant qu'elle soit acceptée par l'agence spatiale. Des dossiers à monter, des collaborations à avoir, enfin c'est très long et après c'est plusieurs fois même présenté à des comités, mais quand la mission est acceptée, après il y a un budget pour aller plus loin. Enfin c'est très très long, je ne sais pas si les gens se rendent compte de tout ce qu'il y a comme préalable. Pour faire simple, à un instant donné, on a des observatoires qui ont des performances données, qui atteignent des précisions dans nos observations données, et on voit très vite les limites de ces observations. Donc très vite, on pense à l'observatoire qu'il nous faudrait pour améliorer nos observations. Donc ça, quelquefois, on réfléchit à la future mission avant même que la précédente soit lancée. C'est notre cas avec Athéna, parce qu'on a réfléchi à la future mission d'astronomie X européenne avant même qu'XMM, la précédente, ait été lancée. Et donc, il vous faut alors ensuite dire, bon, ok, alors quelle est la science qu'on veut vraiment faire avec ce nouvel observatoire ? Il vous faut l'adhésion de la communauté la plus large possible, parce qu'il vous faut un soutien le plus large possible, parce qu'on parle de missions de grandes missions du programme spatial européen, donc ce sont des missions associées à des gros budgets, donc il vous faut agglomérer une communauté avec des soutiens forts, des relais dans les pays, et ainsi de suite. Une fois que vous avez fait ça, vous soumettez votre idée à l'Agence spatiale européenne, mais aussi à toutes les agences qui vont contribuer au financement de la mission. Donc moi en particulier, j'ai dû soumettre ma proposition initiale au Centre national d'études spatiales, le CNES, qui a bien reçu ma proposition initiale, et aujourd'hui le CNES est maître d'œuvre de l'instrument XIFU, dont il est maître d'œuvre au nom d'un consortium international d'une quinzaine de pays, donc c'est une grosse responsabilité pour la France. Et après avoir convaincu le CNES, l'Agence spatiale européenne, finalement un jour on décide que notre mission est sélectionnée pour une phase d'étude. Et alors cette phase d'étude, elle va se dérouler en plusieurs années, et au bout de cette phase d'étude, si tout se passe bien, vous pouvez rentrer dans ce qu'on appelle une phase d'implémentation, de réalisation de la mission. Et aujourd'hui, on est en train, après avoir connu quelques tempêtes, on est reparti sur une nouvelle phase d'étude avec Athéna, qui devrait nous conduire à une phase d'implémentation qui démarrera en 2027. Et il nous faudra livrer nos instruments en 2034 pour pouvoir lancer la mission en 2037 par une fusée Ariane 6 depuis Kourou. Eh bien voilà toute l'histoire. Tu peux nous en dire un peu plus sans entrer dans la technique, mais alors Athéna, tu peux décrire un petit peu ce que c'est que cet instrument, ça va être lancé dans l'espace où, quel genre d'orbite, etc. Assez rapidement parce qu'on n'a plus beaucoup de temps. Alors Athéna, c'est un télescope spatial en rayon X, donc on est obligé, quand on fait des X, d'aller dans l'espace parce que l'atmosphère absorbe le rayonnement X, et il est constitué d'un grand miroir qui collecte les rayons X, qui les envoie vers un point focal. Et dans le plan focal, on a deux instruments qui peuvent recevoir ce faisceau qui vient du télescope.
L'instrument XIFU est français, l'instrument WFI est allemand. D'accord ? Et les deux instruments observent l'un après l'autre. D'accord ? Cette mission est sur un gros satellite qui fait 7 tonnes. Elle sera lancée par la plus grosse fusée Ariane 6, le successeur d'Ariane 5. Et elle est quand même aujourd'hui avec des niveaux de maturité technique assez élevés, mais la partie un peu difficile de la mission, c'est effectivement le spectromètre XIFU, parce que pour la première fois, on va embarquer dans l'espace une matrice de ce qu'on appelle de microcalorimètres, des microthermomètres qui sont sensibles au rayonnement X et qui sont capables de détecter l'énergie déposée par un rayon X dans un détecteur. Donc il y a toute une équipe de techniciens très pointus pour fabriquer tout ça. Voilà, ici le consortium XIFU, qui est donc sous ma responsabilité scientifique, mais aussi sous le management du Centre national d'études spatiales, aujourd'hui regroupe à peu près 300 chercheurs et ingénieurs qui sont là pour développer cet instrument. Et il faut savoir que pour nous, on est déjà presque, pas en retard, mais notre planning est déjà contraint pour fournir un instrument de cette complexité-là en 2034 à l'Agence spatiale pour qu'elle l'intègre sur le satellite, pour que finalement on puisse être lancé quelques années plus tard. Et sur quelle orbite ce sera ? Alors ce sera sur une orbite de type Lissajous, très loin de la Terre, donner un environnement thermique le plus stable possible. Mmh. Et donc ça, c'est en 2037, donc ce sera tes étudiants, la génération suivante qui pourra étudier les données. Là, c'est ce qu'on peut dire, ça c'est l'abnégation, j'ai envie de dire, des gens qui font des missions spatiales, c'est qu'ils construisent des instruments et ensuite, ce n'est en général pas eux qui vont recevoir les données, étudier les données à la fin. Non. C'est pas décevant ça ? Non, parce que c'est extrêmement... Pour moi, je savais que le lancement serait plus tard que la fin de ma carrière au CNRS. En revanche, c'est extrêmement gratifiant de travailler pour un projet dont on sait pertinemment qu'il fera la joie des futurs scientifiques, des futurs astrophysiciens qu'on est en train de former. Et c'est des instruments pour les générations futures. Et puis j'espère qu'à la fin de l'exploitation scientifique d'Athéna, de nouvelles questions seront à résoudre et qu'il y aura un futur après Athéna. Eh ben, merci beaucoup Didier pour toutes ces informations et bonne continuation. Merci beaucoup Sylvie.